Nous allons démarrer nos travaux de l'après-midi et notre commission achève cet après-midi son cycle d'audition préalable à l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Je me permets de rappeler quelques informations déjà données, mais qui peuvent intéresser les députés non présents hier, ainsi que les personnes qui suivent cette réunion. Le projet de loi a été déposé mercredi 3 avril sur le bureau de notre Assemblée et renvoyé à la Commission des affaires économiques. Je précise que nous examinerons tous les articles au fond. La Commission des affaires économiques entamera la discussion générale puis l'examen des articles mardi 30 avril, laissant ainsi aux deux commissions s'étant saisies pour avis, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, la possibilité de siéger le lundi 29. La décision prise par la conférence des présidents hier matin pour contester les conditions de présentation de l'étude d'impact accompagnant le projet de loi n'a aucune conséquence sur notre calendrier, puisqu'une commission peut très bien se réunir alors même qu'un texte n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la séance publique. Je précise d'ailleurs que le projet de loi n'avait pas encore été inscrit de l'ordre du jour, ce qui ne nous a pas empêché de débuter nos travaux, et s'il l'avait été, son inscription serait seulement suspendue jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel à l'article 47-1 du règlement. En tout état de cause, la décision du Conseil interviendra bien avant la première réunion de notre commission le 30 avril, puisqu'il dispose de 8 jours pour se prononcer. Nos rapporteurs ont commencé leurs auditions, auxquelles chacun d'entre vous peut participer. L'ensemble du texte est supervisé par notre rapporteur général Éric Girardin. Nicole Lepay s'occupe des titres 1er et 2 sur la souveraineté alimentaire et la formation, à l'exception des articles 4, 5 et 6 confiés à Pascal Lavergne, qui a également en charge le titre 4 sur les mesures de simplification. Enfin, Pascal Lecamp s'est vu confier le titre 3 relatif à la transmission des exploitations. Le bureau de la Commission a néanmoins souhaité que des réunions plénières puissent être organisées afin d'entendre les principaux représentants de la profession agricole. Nous avons ainsi reçu la coordination rurale le 27 mars, puis l'Agence Bio et la Fédération nationale d'agriculture biologique le 2 avril et hier le MODEF. Nous terminons ce cycle d'audition aujourd'hui en recevant successivement la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne. Pour l'heure, il nous appartient d'entendre la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, représentée par messieurs Arnaud Rousseau, leur président, Lux Messart et Jérôme Vol, vice-président. Et je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je salue particulièrement monsieur Rousseau, président, qui s'exprime pour la première fois devant notre commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je demanderai donc bien à chacun de vouloir respecter le temps de parole, puisque l'audition ne peut excéder 1h30. Après l'intervention liminaire de nos invités, je donnerai la parole aux orateurs des groupes avant de prendre les questions individuelles. Je donne tout de suite la parole à monsieur Arnaud Rousseau en lui posant une seule question. Que pensez-vous de la démarche visant à mettre en cause l'étude d'impact pour retarder l'examen d'un projet de loi très attendu par les agriculteurs? Je vous remercie et vous avez la parole pour 15 minutes. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup de l'invitation qui m'est faite. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est la première fois qu'en tant que président de la FNSEA, j'interviens devant votre commission. Je voudrais saluer l'ensemble des députés qui sont présents, que je remercie de s'intéresser à cette question agricole qui est évidemment au cœur de l'actualité depuis quelques mois, mais qui, pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'agriculteurs, est le quotidien de notre activité. Je voudrais également vous dire qu'en commençant ce propos liminaire, que la mission de la FNSEA, c'est de s'engager avec les femmes et les hommes qui ont le goût d'entreprendre en agriculture pour des territoires vivants et dynamiques, et que vous retrouvez le triptyque auquel nous sommes attachés, c'est-à-dire d'abord que cette aventure agricole, ce métier d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est une aventure d'hommes et de femmes, qu'ensuite ce qui nous singularise, c'est le goût d'entreprendre, parce que quelles que soient nos exploitations, nos territoires ou la typologie de nos productions, c'est d'abord un projet que mène chaque agricultrice et chaque agriculteur de ce pays, qu'il a envie de voir pérenniser, se développer dans un contexte qui est pour le moins incertain. Enfin, les territoires, et je le dis puisque vous êtes chacun d'entre vous ici élu d'un territoire, d'une circonscription, l'agriculture, les agricultures françaises sont évidemment bien différentes en fonction de la territorialité et que c'est aussi important de pouvoir conserver cette vision très différenciante. Avant de répondre à votre question, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais faire un rapide point d'étape de la situation de l'agriculture. Nous sommes un peu moins de 400 000 agriculteurs, autour de 400 000 exploitations agricoles en France au moment où je vous parle, dont près de 100 000 qui réalisent un peu moins de 25 000 euros de production brute standard, on va dire chiffre d'affaires pour raccourcir les choses. Et ce chiffre est en diminution constante depuis des années. Et le dernier recensement agricole a montré encore cette baisse tendancielle.
D'autre part, nous sommes, avec la question de la production agricole, au cœur des enjeux. Évidemment, l'enjeu de souveraineté alimentaire, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Au cœur de l'enjeu de transition écologique, environnementale, les sujets de décarbonation. Mais ce qui compte pour un agriculteur, et je voudrais commencer par là, c'est de pouvoir, tout au long de sa carrière, se projeter. Lorsque nous avons été élus lors de la dernière mesure, nous avions une triple ambition. D'abord, celui de la compétitivité de l'agriculture française et du revenu de ceux qui la pratiquent. Parce qu'une ferme, c'est d'abord une entreprise à ciel ouvert et qui a besoin, à la fin de l'année, comme n'importe quelle entreprise, d'avoir un compte de résultat positif pour pouvoir continuer à investir et évidemment nourrir celui qui pratique le métier. La deuxième chose, c'est que nous étions sensibles à l'idée du renouvellement des générations. J'ai compris que vous recevrez les jeunes agriculteurs, je pense qu'ils reviendront sur ce sujet. Mais nous sommes à la croisée des chemins avec près de la moitié des chefs d'exploitation de ce pays qui partira en retraite dans les 10 prochaines années. Et donc un formidable challenge de renouvellement des générations et d'attractivité du métier. Or, pour attirer des talents, encore faut-il donner des perspectives et permettre à ceux qui embrasseront ce métier de pouvoir en vivre. Et enfin, le troisième sujet qui nous était cher, c'est restaurer le dialogue avec la société à un moment où de plus en plus de nos compatriotes ignorent beaucoup de ce que sont nos métiers, non pas par désintérêt, mais tout simplement parce que là où il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, tout le monde avait un oncle, un cousin ou un grand-père issu du secteur agricole, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc beaucoup de gens ne connaissent pas ou ignorent tout simplement ce qu'est la réalité de la pratique du métier et ses contraintes qui peuvent être très différentes en fonction des typologies. Ça n'est pas la même problématique si vous êtes viticulteur, arboriculteur, éleveur laitier ou éleveur allaitant ou apiculteur, et tout ça évidemment nous caractérise. Et donc ce lien à la société nous paraît important, d'où l'intérêt de cette audition pour expliquer aussi, non pas à ceux qui sont des spécialistes, mais plutôt à ceux qui s'interrogent, et notamment vous, mesdames et messieurs les députés, qui auraient à voter cette loi. Je voudrais revenir sur les récents événements. Nous considérons que l'agriculture, donc depuis des années, est un secteur d'ajustement qui ne dit pas son nom. Il suffit de regarder ce qu'est la valeur ajoutée créée, ce qu'est aujourd'hui la capacité productive de notre pays. Je rappelle que nous importons de l'ordre de 1/3 de l'alimentation que les Français consomment. Alors, ce n'est pas un problème en soi d'échanger et de commercer, je préfère le dire, mais enfin, nous avons la capacité et nous avons beaucoup de chance en France. D'abord parce que nous sommes un pays dans lequel le climat est favorable à la production agricole. Ensuite, parce que nous avons un bassin de consommation favorable avec des consommateurs, même s'il y a des sujets de pouvoir d'achat qui ont en tous les cas une capacité à se nourrir de manière quotidienne. Quand on regarde ce qui reste sur la planète, c'est une vraie chance. Nous sommes ouverts sur 4 océans, nous sommes dans un cadre de paix et dans le cadre de l'Union européenne avec une sécurisation de politiques publiques. Nous avons un appareil d'État, quoi qu'on en dise, qui fonctionne plutôt mieux que sur le reste de la planète, où on peut rencontrer parfois des sujets de corruption endémique. Et donc on a toutes les chances pour réussir. Et le premier message que je souhaiterais vous délivrer, c'est que quand on a autant d'atouts dans sa main pour pratiquer ce métier d'agriculteur en France, on se désole de voir le peu de cas qui est fait de cet atout pour notre pays. Et donc pour nous, l'ambition, c'est évidemment de continuer à produire pour nourrir. J'utilise ce verbe à dessein, produire, parce qu'évidemment, pour nous, ce qui compte, c'est, encore une fois, être capable de continuer à alimenter avec des alimentations reconnues comme étant une des plus durables au monde. Je le dis parce qu'on fait parfois, ou on porte parfois un certain nombre de critiques sur la qualité de l'alimentation française. Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte qu'on a un niveau de sécurité alimentaire et de qualité alimentaire dans notre pays qui est parmi les plus élevés. Par ailleurs, je l'ai dit, l'agriculture contribue à un certain nombre d'enjeux sociétaux. Je pense à la décarbonation, je pense aussi à ce qui peut être fait en termes d'aménagement du territoire et de paysage. Et si notre pays est si attractif sur le plan touristique, c'est aussi parce que l'agriculture, modestement, y contribue. Et donc, vous l'avez compris, dans ce contexte, ce qui nous préoccupe, c'est évidemment de faire en sorte que nous puissions assurer 3 choses, et c'était le cœur des revendications des derniers mois. Le premier, c'est ce que nous avons appelé la dignité ou le sens du métier. Les agriculteurs français ne comprennent plus les raisons pour lesquelles on leur demande tant d'injonctions paradoxales. On leur demande de monter en gamme, de premiumiser, pour reprendre le terme, l'alimentation, faire en sorte qu'on soit capable de pousser les standards de production. Mais nous constatons chaque jour que l'acte d'achat, que la demande du consommateur n'est pas toujours au rendez-vous, et ça nous questionne. Par ailleurs, on a, je l'ai dit, les standards de production parmi les plus élevés de la planète, mais pour autant, nous sommes mis très régulièrement en concurrence avec des produits qui ne respectent ni nos normes, ni nos standards.
Et évidemment, si nous sommes attachés à pouvoir continuer à commercer, je le dis parce que l'agriculture française a aussi quelques atouts dans la Manche. Elle exporte des produits, des vins et des spiritueux, des produits laitiers transformés, elle exporte des céréales, elle exporte même de la viande bovine, moins qu'elle n'en importe malheureusement, mais en tous les cas, elle commerce sur tous les créneaux, et elle a besoin évidemment de le faire dans un cadre loyal d'échange, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Donc ça, c'est la question de la dignité. Je pourrais y ajouter, évidemment, les sujets ayant trait aux retraites, puisque vous avez, il y a quelques mois maintenant, voté une loi que nous souhaiterions voir rentrer en application le plus rapidement possible, ce qui n'est pas le cas au moment où je vous parle, et qui fait aussi l'objet d'une demande récurrente de notre part. Le deuxième grand sujet, c'est ce que nous avons appelé le juste revenu. Alors le juste revenu, c'est tout simplement, encore une fois, la capacité pour l'entreprise de pouvoir dégager de la marge à la fin de l'activité. Et donc derrière ça, il y a évidemment la capacité à produire, parce qu'un revenu, c'est un volume multiplié par un prix. Donc il faut qu'on continue à pouvoir produire. 2, il faut qu'on travaille sur les prix. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir, mais notamment, nous sommes attachés à l'application des lois Egalim et à cette fameuse construction du prix en marche avant, qui permet d'assurer que les organisations de producteurs qui négocient avec les industriels pourront faire valoir leur coût de production. Donc c'est toute la défense de la matière première agricole, et non pas, comme c'est trop souvent le cas, se retrouver avec ce qui reste une fois que l'industriel a négocié avec la grande distribution. C'est aussi évidemment la capacité sur les marchés internationaux à assurer la juste répartition. Je voudrais vous donner un exemple. On considère aujourd'hui, enfin c'est un rapport parlementaire qui le dit, qu'à peu près 3% des produits agricoles ou agroalimentaires importés en Europe fait l'objet d'un contrôle, et que de l'ordre de 20 à 25% de ces produits sont non conformes à la législation européenne. Ça nous questionne, parce qu'encore une fois, derrière, ce sont aussi des standards qui nous sont imposés, standards que nous assumons, parce que c'est aussi une fierté pour nous de savoir que nous sommes capables de nourrir nos compatriotes avec une alimentation parmi les plus sûres au monde. Mais ce sujet du volume, du prix est important. Je voudrais dire un mot de la maîtrise des charges, parce que, évidemment, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires important, mais les charges sont aussi un sujet. Comment on continue à maîtriser les charges dans un modèle social que nous avons choisi, qui est parmi, là aussi, les plus vertueux de la planète, mais qui, parfois, nous met vis-à-vis de nos concurrents dans des situations compliquées. On pourrait parler, évidemment, du coût de l'énergie, du coût de l'emploi, enfin, des sujets que vous connaissez et qui concernent d'autres secteurs d'activité que l'agriculture, bien entendu. Un mot, parce qu'elles sont aussi prépondérantes de ce qu'est l'avenir de l'agriculture, je veux parler des politiques publiques qui sont essentiellement européennes, notamment la politique agricole commune, auquel nous tenons, même si nous considérons qu'elle est de moins en moins commune, mais il nous paraît important, malgré tout, qu'on puisse être accompagné par des politiques publiques. Je le dis parce que nous sommes conscients que la nation fait un effort important pour son agriculture, donc j'essaie de rester équilibré dans mon propos. Elle le fait évidemment dans le cadre de budget européen, mais elle le fait aussi avec des politiques, un certain nombre de politiques nationales. Je fais notamment référence à ce qui a été fait sur l'accompagnement assurantiel, même si nous considérons qu'il faudra aller plus loin. En tous les cas, elle montre qu'elle est capable de prendre en charge, y compris des choses qui dépassent le strict cadre de la ferme, de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Je continue sur le troisième point, qui est la pratique quotidienne du métier. Les agriculteurs, là aussi comme d'autres secteurs, s'émeuvent de voir le poids de la charge administrative dans la gestion quotidienne de la ferme, que ce soit un certain nombre de contrôles administratifs. Je rappelle qu'un agriculteur est soumis à 35 à 40 contrôles différents sur le plan administratif, d'où l'intérêt de voir alléger évidemment les contrôles, non pas pour s'y soustraire, mais simplement pour pouvoir évidemment continuer à faire ce qui est le cœur du métier, c'est-à-dire l'activité de production. Voilà sur ce qu'étaient les revendications. Alors, au moment où je vous parle, nous avons, en tous les cas pour ce qui nous concerne avec les jeunes agriculteurs, fait le choix de suspendre le mouvement sur le terrain pour se mettre au travail. C'est ce que nous faisons avec le gouvernement. Je voudrais rappeler à ce stade que la FNSEA est un corps intermédiaire et que, comme tous les corps intermédiaires, et je l'ai précisé à plusieurs reprises, elle ne rentre pas dans le champ des partis politiques ou de la politique politicienne. Elle est simplement l'interface entre une profession dans laquelle, aux dernières élections, nous étions majoritaires avec les JA et qui porte un certain nombre d'ambitions auprès du gouvernement. C'est ce à quoi nous nous sommes astreints dans les dernières semaines pour porter l'ambition autour d'un certain nombre de mesures.
Beaucoup de choses sont sur la table. Le Premier ministre a annoncé près de 62 mesures. Le Président de la République les a complétées dans le cadre de sa visite au Salon de l'Agriculture. Et pour autant, il reste un certain nombre de points que nous souhaiterions voir aboutir. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nous souhaitons pouvoir clôturer ce chapitre pour pouvoir ensuite basculer, comme nous l'avions indiqué, dans le troisième temps, qui est la construction de la loi, qui vous revient, parce que nous considérons que toutes ces annonces, évidemment, doivent se concrétiser, soit dans le cadre législatif quand elles relèvent du cadre de la loi, soit dans le cadre réglementaire par des décisions qui doivent s'appliquer maintenant. Les agriculteurs que nous représentons considérant que tant que ça ne se voit pas dans l'entreprise, la parole publique, la parole politique ne suffit pas et qu'on a besoin d'aller plus loin. J'arrive maintenant sur le cœur de la loi. Nous avons dit depuis des mois que nous souhaitions voir une voie globale, une loi d'orientation, et que, évidemment, pour orienter, il faut y voir un certain nombre de chapitres. Nous avons dit très tôt que nous souhaitions y voir 3 piliers. Un pilier autour de l'installation et de la transmission, bien entendu. Un pilier autour de la souveraineté alimentaire, qu'on pourra redéfinir, qui était défini dans la loi et sur lequel peut-être nous aurons quelques commentaires à faire. Et en fait, et en dernier lieu, un pilier sur la compétitivité. Or, il apparaît aujourd'hui dans le texte qui a été soumis au Conseil des ministres que si on peut retrouver un certain nombre de choses qui relevaient de nos demandes, notamment sur la souveraineté alimentaire, je pense à l'agriculture reconnue d'intérêt général majeur, force est de constater qu'il manque un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à l'intégralité du volet sur la compétitivité. Je dis aussi que dans les 19 articles, nous avons observé un certain nombre de points très précis que nous demandions. Je pense à ce qui relève de la définition juridique du chien de troupeau ou de la laine de mouton. Et je m'en réjouis, et c'est évidemment une demande, mais enfin, tout ça ne peut pas constituer une orientation stratégique pour l'agriculture. Et donc notre demande, c'est de faire en sorte que ce texte puisse être étoffé d'un certain nombre d'éléments qui manquent. Alors on nous parle de propositions de loi, je pense notamment à Egalim, je pense au sujet des phytosanitaires, je pense à de la simplification, qui serait plutôt un projet de loi qu'une proposition de loi. Bon, tout ça est de votre domaine. Nous, ce qui nous paraît important, c'est que le plus d'éléments possibles soient dans le texte pour orienter. Et je pense notamment au sujet de compétitivité et à la fiscalité, puisque tout ce qui concerne la fiscalité, nous dit-on, sera reporté au prochain PLF. Tout ça nous paraît fort loin dans un contexte incertain. Et donc nous souhaiterions que ce projet d'orientation agricole soit un projet qui, dans sa complétude, est discuté par les parlementaires. Ce qui se traduit par la volonté qui est la nôtre de voir l'ensemble des paquets textes mis sur la table, et non pas en silo, de sorte qu'on va étudier un pan, puis un autre, puis un troisième. Il nous paraît important, au moment où les parlementaires de ce pays vont orienter l'agriculture, qu'on puisse discuter de la complétude des sujets, et non pas les prendre silo par silo. Ça ne nous paraît pas cohérent, même si, encore une fois, on comprend qu'en termes de calendrier, il puisse s'exercer quelques contraintes et qu'il n'y ait pas que les sujets agricoles devant la représentation nationale. Mais ça nous paraît important de le faire ainsi, parce que sinon, on risque évidemment de passer à côté de l'exercice. Je le dis aussi parce que pour nous, c'est important de conserver un texte in fine pour pouvoir rendre crédible et en dur dans la loi ce qu'ont été les revendications que nous avons portées, les annonces du Premier ministre. Enfin, pour terminer, puisque ça fait 15 minutes et 4 secondes que je parle, la question que vous avez posée, Monsieur le Président, comment nous avons appréhendé la conférence des présidents, c'était une surprise pour nous. Écoutez, moi je ne sais pas si c'est une manœuvre dilatoire ou si ça nécessite que le Conseil constitutionnel s'exprime par rapport à l'étude d'impact. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'on ne veut pas perdre de temps, parce que les agriculteurs attendent, parce que nous avons en responsabilité demandé à chacun de garder son calme, mais que, je souhaite le dire très clairement, l'attente est extrêmement forte et que personne ne doit considérer que, parce que nous ne sommes plus au milieu des autoroutes, le problème est réglé, et que par conséquent, d'avoir un texte étoffé, complet avant l'été, nous paraît une priorité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer aux orateurs des groupes et puis aux questions individuelles, et nos rapporteurs, bien évidemment, à l'intérieur de cet ordonnancement, auront à s'exprimer. Je vais passer la parole tout de suite pour le groupe Renaissance au rapporteur général de la PLOA, M. Éric Girardin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FNSEA, M. Rousseau, messieurs les vice-présidents.
Tout d'abord, je vous remercie de votre présence aujourd'hui ainsi que de la qualité de vos propos liminaires, Monsieur le Président. Je tiens aussi à rappeler au nom du groupe Renaissance la nécessité impérieuse, dans un contexte de crise agricole européenne, d'agir effectivement rapidement pour renforcer la compétitivité de la ferme France. Pour répondre aux importantes mutations d'ordre démographique, économique, géopolitique, social ou environnemental qui traversent le monde agricole, nous devons donner aux agriculteurs les moyens d'assurer une structuration économique de leurs filières pour les rendre plus résilientes. La crise Covid puis la guerre en Ukraine ont successivement mis en exergue le rôle indispensable des femmes et des hommes qui travaillent pour produire une alimentation saine, équilibrée à nos concitoyens. Je n'ai eu de cesse de le rappeler ces dernières années, nous devons tout faire pour assurer d'une part la souveraineté alimentaire française et d'autre part notre indépendance stratégique. Pour atteindre ces deux objectifs, le gouvernement, l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et les parlementaires ont travaillé à la co-construction durant de longs mois de concertation d'un pacte et de cette loi d'orientation agricole dont la proposition de loi que nous étudierons prochainement sera l'une des composantes majeures. Les sujets liés à la protection du revenu agricole et la fixation d'un cadre protecteur au niveau européen et international faisant l'objet de travaux annexes depuis 2017. Ce texte est donc structuré autour d'une notion centrale, celle de la souveraineté. Il vient favoriser l'attractivité des métiers et le renforcement de la formation. Il met également en place des outils pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des exploitations. Enfin, il vient simplifier la réglementation administrative qui pèse sur nos agriculteurs. Donc, ma question est simple et ouverte. Dans ce contexte, quels sont pour vous les points d'amélioration, les points à sanctuariser, les points discriminants que vous souhaiteriez voir apparaître dans ce texte? Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président. Monsieur Smessart. Alors, c'est le rapporteur. Est-ce qu'on veut voir préciser ou est-ce qu'on veut voir appuyer déjà cette notion de souveraineté alimentaire? Il nous paraît important de préciser qu'on est simplement dans les éléments, sans être trop long, mais sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur et de l'Union européenne et de ses engagements internationaux. Nous, on veut très clairement qu'on aille bien plus dans de la précision. C'est-à-dire qu'on ait bien une définition, que derrière, on y voit la production sur nos territoires avec l'ensemble aussi de la dynamique des filières. Et ça, c'est important. Sur l'intérêt général majeur, on y est satisfait. On a intérêt de voir mais surtout vu sur l'angle protection de la notion d'agriculture. Et donc derrière, on y verrait un intérêt aussi d'aller préciser cet intérêt général majeur dans différents codes, notamment dans le code pénal, sur tout ce qui peut être bien montré que ça fait partie des listes des intérêts fondamentaux de la nation. Et je pense que ça pourrait être intéressant, comme on le retrouve dans certains éléments, notamment dans la protection des zones humides, la protection des forêts. Je pense que protéger l'agriculture est importante. La même chose sur tout ce qui est la présomption d'intérêt général majeur pour les ouvrages, notamment destinés à l'eau, stockage de l'eau. Et là, l'intérêt de pouvoir le retrouver aussi via l'article 211-1 du Code de l'environnement, ça permettrait quand même de donner des éléments, de ne pas montrer que c'est simplement, voilà, mais c'est quelque chose qui a du corps et qui a du sens. Donc ça, c'est des éléments structurants. Sur tout ce qui est la partie installation, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'échanges. Mais par contre, sur la transmission, qui est finalement les 160 000 agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite d'ici 5 ans, c'est comment on fait pour leur donner les clés de cette fameuse qui permettent à ces jeunes de pouvoir s'installer. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Nicolas Maisonnet. Merci, Monsieur le Président Rousseau. Pas de pays sans paysans. On martelait pendant des semaines les agriculteurs français sur les routes à travers tout le territoire national. Ultime révolte d'un monde qui ne veut pas mourir. Ces manifestations ont été l'occasion pour nos éleveurs et nos cultivateurs d'exprimer une fois encore leur exaspération, leur désarroi, leur colère légitime même face à la situation dramatique à laquelle ils sont livrés. Ce projet de loi d'orientation agricole que nous attendions déjà depuis des mois devait alors être la réponse gouvernementale à ces enjeux majeurs, mais il n'en sera malheureusement rien, je le crains. Des mesures courageuses impliqueraient une remise en question de certains tabous, à commencer
par la multiplication des normes et la concurrence déloyale, mais tout le monde a compris que ce n'est pas ce gouvernement qui entreprendra ces réformes. Certes, la crise des vocations nécessite de former urgemment une nouvelle génération d'agriculteurs ancrés dans les réalités actuelles, mais j'ai du mal à penser, je vous le dis en toute sincérité, qu'un bachelor agricole ou que l'organisation de visites dans les fermes nous permettent de sauver le modèle français. De nombreux jeunes rêvent encore de faire ce beau métier, mais s'ils ne s'engagent pas, c'est avant tout, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, parce qu'ils ne perçoivent pas de perspective d'avenir. Quand bien même ils auraient réussi l'exploit de trouver du foncier pour installer leur exploitation, ce qui n'est pas une mince affaire, se poseront encore et toujours à eux les questions suivantes. Quelles seront les prochaines normes délirantes imposées par Bruxelles? Quand tomberont les aides de la PAC? Vais-je réussir à écouler mes stocks? À quel prix? Et dans quelle situation de concurrence vais-je me retrouver? Et tant d'autres. Monsieur le Président, chers collègues, ce qui en fait encore tenir beaucoup, c'est le courage, la passion et le sens du devoir. Mais nous ne pouvons pas laisser un secteur aussi stratégique pour les Français reposer sur l'abnégation de nos exploitants. Je rappelle que dans l'Europe entière, les agriculteurs ont manifesté, ce qui montre que le problème est structurel. Alors, Monsieur le Président, j'entends tout ce que vous nous avez dit dans votre propos liminaire, mais ne pensez-vous pas que pour sauver l'agriculture en France, pour retrouver la puissance agricole française, nous ayons besoin d'une loi qui va beaucoup plus loin, qui s'attaque fermement d'une part à l'idée d'une décroissance sur fond d'écologie punitive et de multiplication des normes, et d'autre part en revoyant certains accords de libre-échange vecteurs de concurrence déloyale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Alors, Monsieur le Président. Monsieur le député, je réaffirme devant cette commission que ce qui est aujourd'hui sur la table ne nous paraît pas complet. Et je l'ai dit dans mon propos liminaire et je le réaffirme, il nous paraît important que sur le volet de la compétitivité, sur le volet des moyens de production, le volet de l'eau, le volet des phytos, on puisse aller beaucoup plus loin et compléter le texte. En revanche, je veux dire ici très clairement que nous avons besoin d'un texte. Nous avons besoin d'un texte. C'est-à-dire que nous considérons que ce mouvement inédit depuis 30 ans qui a mobilisé tant d'agricultrices et tant d'agriculteurs, syndiqués ou pas d'ailleurs, de toutes les générations, ne peut pas se traduire par rien à la fin. Donc nous sommes, nous, demandeurs d'un texte dont nous considérons, tel que je vous l'ai indiqué, qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on souhaitait voir qui y sont et que beaucoup sont à préciser et qu'enfin certains manquent. D'où, pour être très précis, la demande qu'il y ait une complétude des textes. Ensuite, comment ils passent, dans quel ordre, je laisse ça à la représentation nationale, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien de parler de l'orientation de l'agriculture française. Sur le bachelor, peut-être une réponse rapide. Donc, sur le bachelor, évidemment que ça ne va pas résoudre tous les problèmes économiques de la ferme France. Néanmoins, quand même, aujourd'hui, ça positionnerait dans un niveau différencié un certain nombre d'acteurs qui veulent venir vers le secteur agricole. Et donc, du coup, ça serait quand même quelque chose d'engageant et qui est quand même d'une notion aujourd'hui Bac+3 qui est reconnue aussi au niveau européen. Donc, ça mène, j'ai envie de dire, une arme de plus à notre arc qui permet de pouvoir donner un axe très fort. Et dernière chose par rapport à cela, ce qui nous manque peut-être, c'est qu'il n'y ait que le public. Et nous, on souhaiterait aussi que le privé soit concerné. Sinon, le maillage territorial n'aura pas lieu. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe La France Insoumise, Madame Mathilde Digné, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Monsieur Rousseau, merci pour cette présentation. Je voudrais m'arrêter sur l'un des objectifs de cette loi, qui est assurer le renouvellement des générations en agriculture. Vous l'avez rappelé, c'est indispensable de renouveler les générations en agriculture, puisqu'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans 10 ans, et qu'il y avait 1 million d'agriculteurs dans les années 90 et qu'aujourd'hui, on n'est plus que 400 000. Le projet de loi d'orientation agricole du gouvernement, il présente l'objectif de former plus de personnes. Alors, combien de personnes ont-ils pour ambition de former? On ne sait pas. La loi ne présente aucun objectif chiffré. C'est pareil pour l'installation. Il faut installer, oui, mais combien de fermes ou d'actifs agricoles? Ce projet de loi n'y répond pas non plus. Alors, de votre côté, la FNSEA a-t-elle pour objectif de défendre l'installation massive de nouveaux agriculteurs dans les 10 ans à venir? Si oui, combien estimez-vous qu'il faille installer de nouveaux agriculteurs pour garantir la souveraineté alimentaire?
En ce qui concerne la politique d'installation du gouvernement, elle court tout droit à l'échec tant qu'on ne pourra pas assurer un revenu à la hauteur de leur travail aux agriculteurs. Nous ne réussirons pas à augmenter le nombre d'exploitations agricoles en France. 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté. Alors je sais que ça ne vous concerne pas directement, mais en tant que président du syndicat agricole majoritaire, qu'avez-vous comme solution à apporter à ces agriculteurs qui ne sont pas payés dignement pour leur travail? Vous avez dit que les prix planchers bloqueraient le prix vers le bas, mais le marché actuel entraîne déjà les prix agricoles vers le bas. Les prix agricoles ont diminué de 10%. Donc, que proposez-vous pour que les agriculteurs soient rémunérés à la hauteur de leur travail? Je terminerai par dire que vous avez aussi dit, lors d'une conférence de presse, je cite, « L'État doit apporter son concours à l'arrêt de l'activité ». Alors, j'aimerais comprendre, en disant ça, est-ce que vous voulez que l'État pousse les agriculteurs à cesser leur activité? Et dans ce cas, eh bien, on parlerait de plan social. Alors, je sais que vous ne voulez pas utiliser ce terme, mais dans ce cas précis, c'est de ça dont il s'agit. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je voudrais reprendre le dernier point. J'ai commencé mon propos d'introductif tout à l'heure par dire que l'agriculture était d'abord une aventure humaine. Et nous faisons le constat, nous les responsables professionnels, que dans un certain nombre de cas, et notamment autour des sujets de trésorerie qui ont été portés pendant ces manifestations, un certain nombre de nos collègues sont dans des situations tellement inextricables que pour un certain nombre d'entre eux, la solution la plus humaine et la plus rapide sur le plan des souffrances vécues, c'est de les accompagner proprement. Et j'assume ce propos que je reporte devant vous, qui consiste à dire que dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas les banques qui pourront régler la situation et qu'on a besoin de regarder les cas les plus dramatiques. En aucun cas, en revanche, je n'ai dit que c'était la solution pour tout le monde, mais puisque le syndicalisme, c'est d'abord une aventure humaine, je me dois en responsabilité de traiter ces cas-là. Et c'est la raison pour laquelle, très clairement, je l'ai dit, c'est d'ailleurs ce qui se passe déjà dans les décisions du gouvernement concernant la viticulture, avec un plan d'arrachage définitif qui n'est ni plus ni moins qu'un arrêt de l'activité. Je crois qu'il faut aussi pouvoir le reconnaître. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais vous savez qu'on a aussi un certain nombre de sujets tabous et difficiles à aborder qui concernent notamment le suicide en agriculture, que nous devons affronter très en face, très humainement. Et donc dire qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui doivent arrêter leur activité et qu'on doit les accompagner parce que souvent le capital d'exploitation et le capital personnel est lié, est un sujet d'humanité qui nous paraît essentiel. Pour le reste, je te laisse répondre. En 30 secondes. C'est pour dire que clairement, on a perdu 100 000 agriculteurs sur le recensement agricole. Entre 2010 et 2020, l'objectif, c'est de l'en perdre le moins possible, c'est-à-dire d'avoir des jeunes pour installer, pour transmettre le maximum. Donc, c'est pour ça que ces maisons France Service Agriculture sont indispensables, un guichet unique qui simplifie et qui permet à ces jeunes de pouvoir déployer leur projet, mais d'un projet qui soit économique, avec derrière ces ambitions d'un revenu, un métier qui soit viable, vivable, et ça c'est indispensable, et de donner tous les éléments justement à ce que les gens qui vont transmettre, les 160 000 qui vont arrêter demain, aient envie de céder à ces jeunes. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe Les Républicains, Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-présidents. Je complète. Vous avez répondu à la question du Président de la Commission, mais je vais la compléter parce qu'il aurait pu dire, ou il voulait dire, que dans le report du texte, le texte avait été annoncé à Terre de Jim en septembre 2022, avec un débat prévu pour l'été 2023, reporté à l'automne 2023, reporté à décembre 2023, reporté à début d'année 2023, pour finalement arriver à l'été 2024, et pour finalement arriver à l'été 2024. Un an de report. Effectivement, on peut se poser la question de ce que pensent les syndicats de ce report de 12 mois de l'examen du texte. Ceci dit, dans le contexte qu'on connaît tous, avec une loi qu'on attend, vous l'attendez, nous l'attendons, parce que nous sommes à un carrefour pour l'agriculture française. On a besoin d'une loi d'orientation et pas d'une loi de bifurcation. On a besoin d'une loi qui donne une perspective, une vision à l'agriculture française, aussi bien aux agriculteurs installés qu'aux agriculteurs qui souhaitent s'installer, qu'à l'industrie agroalimentaire, parce qu'il ne faut pas délier l'ensemble de l'écosystème. Et nous, ce que nous pensons, pour pouvoir avoir une vraie vision, c'est que ce texte doit donner et assumer que la France puisse produire, que la France puisse exporter, que la France puisse tout simplement avoir, les agriculteurs français puissent avoir les moyens d'être en situation de compétitivité. Désolé, mais moi j'ai le sentiment que ce texte, c'est le même que celui de janvier, celui qui avait été retiré du Conseil des ministres au moment des débats. C'est le même, et je suis d'accord avec vous, Président, je veux un texte, nous voulons un texte, mais pas un texte petit bras.
Et donc, comme vous, je suis convaincu que ce texte, il va falloir le renforcer considérablement pour redonner de la compétitivité, mais il y a des trous dans la raquette. Et dans ces trous, il y a la fiscalité, dans ces trous, il y a les phytosanitaires, dans ces trous, il y a la recherche et le développement, dans ces trous, il y a les écarts normatifs. Moi, je veux bien entendre que le gouvernement nous dit on ne peut pas tout mettre dans ce texte-là, mais qu'il nous donne les perspectives, qu'il nous donne la vision sur tout le reste, sur tout le champ qu'il y a à côté, et qu'on ne peut peut-être pas mettre dans ce texte-là, mais qui nous permettrait de voter sur un texte avec la vision que le gouvernement nous propose. J'avais donc voulu vous proposer une question sur la compétitivité, et vous y avez répondu. Et je vais donc être plus précis sur le texte en question. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'article 1. J'ai bien compris, et nous avons tous compris qu'il était important et essentiel, cet article 1, l'intérêt général majeur. Mais est-on sûr que la rédaction actuelle ne permette pas au juge, justement, de continuer d'interpréter, d'avoir les libertés, le juge du tribunal administratif, pour, encore une fois, rejeter des projets d'intérêt général majeur agricole? Et puis la deuxième question que je vous pose, c'est sur l'article 9, qui, à mon sens, et tel que je le lis, vient créer à la fois des surtranspositions, mais aussi donc des charges pour le monde agricole. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Alors, pour répondre à la question, pour donner du corps, nous, clairement, on attendait ce texte et que, du coup, ce qu'a dit Arnaud était important, d'avoir cette notion de, bien sûr, tout ce texte sur le renouvellement de génération, mais cette notion de souveraineté et cette notion de compétitivité. Donc, on se comporte, c'est un titre 5 sur la compétitivité qui permet d'éviter l'article 45 et qui permet quand même d'y amener tous ces éléments de non-surtransposition franco-française par rapport à l'Europe. Il y a un engagement du Premier ministre qui était pas d'interdiction sans solution. Comment on le met? Et donc derrière, on retrouve les moyens de production, qu'on nous donne les moyens, et donc tout ce qui est lié aussi à l'innovation, tout ce qui est... Et puis un titre 5 qui pourrait être aussi sur la structuration des filières, parce que je pense qu'on a aussi besoin de tous ces éléments-là. Pour répondre à la question sur l'article 9, on a besoin d'avoir des diagnostics qui servent à quelque chose. Faire un diagnostic transmissibilité, c'est important, c'est bien. Mais faire, par exemple, un diagnostic des sols, on n'en a pas besoin aujourd'hui. On a besoin d'avoir un état des lieux quand on prend à bail, finalement, de faire une analyse de sol. Ça, c'est intéressant. C'est des choses qui sont... Mais ne pas aller faire quelque chose qui aurait un coût, qui ferait vivre des services, mais qui n'amènerait pas quelque chose de plus. Donc, et nous, on va un peu plus loin en faisant aussi l'approche économique d'une exploitation pour le jeune et de savoir sa valeur pour éviter de se rapprocher plutôt de la reprise par rapport à la valeur économique plutôt que la valeur patrimoniale. Merci, monsieur le vice-président. La parole pour le groupe démocrate à madame Anne-Laure Babot. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs, pour votre présence. Je tiens à rappeler la genèse de ce texte. Ce projet de loi d'orientation agricole est le résultat d'un long processus de réflexion et d'échange. Il a débuté il y a plus d'un an par une grande concertation menée par le ministère de l'Agriculture. En janvier, la colère des agriculteurs s'est exprimée en Europe et en France. De nombreux sujets ont été soulevés. Ils ont amené le gouvernement à enrichir le texte, notamment sur la question de la souveraineté alimentaire et de la simplification. Aujourd'hui, c'est un texte qui répond à l'enjeu majeur de renouvellement des générations, tout en posant la question de notre souveraineté alimentaire, comme je disais, et de la transition agroécologique qui est nécessaire. Si certains sujets ne sont pas abordés, ils le seront par d'autres textes dans un objectif de spécialisation des sujets. Je pense notamment à la question du revenu agricole. Alexis Isard et moi-même avons été missionnés sur ce sujet-là. Et vous pouvez être assurés que nous travaillons activement pour répondre aux enjeux. Néanmoins, notamment d'autres collègues de la Commission des affaires économiques ont été missionnés sur ce sujet de manière transpartisane. Au sein de la majorité, nous parlons depuis longtemps de la défense de notre souveraineté. C'est donc en cohérence que le gouvernement souhaite aujourd'hui inscrire cette définition dans le texte. Elle nous impose de raisonner non pas en franco-français, mais dans le cadre d'un marché unique européen, par ailleurs mondialisé. Elle pose également la question du modèle d'agriculture que nous voulons défendre. Il serait d'ailleurs plus exact de parler des modèles d'agriculture, tant la France est riche par cette diversité. Dans un contexte de renouvellement des générations, avec environ 400 000 exploitations à date, j'aimerais connaître votre vision de notre souveraineté et très concrètement, si vous envisagez pour l'avenir une France à 400 000 exploitations ou en deçà, très clairement. Par ailleurs, je souhaite vous interroger une nouvelle fois, et je vais donner suite à la question de mon collègue Yves, sur la compétitivité de notre agriculture. Outre le sujet de la surtransposition, sur lequel le gouvernement s'est largement exprimé, quels sont, selon vous,
ce que vous évoquiez juste avant, ce que l'on pourrait mettre dans le titre 5 de manière très précise, de manière à ce qu'on puisse amender le texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Déjà, dans le titre 5, on pourrait retrouver des mesures qui fassent le lien ou d'accroche par rapport à tout ce qui est lié à la fiscalité, aux charges, et donc des éléments qu'on pourrait peut-être aussi retrouver dans le PLF 2025, mais qui soient déjà bien en accroche et qui soient bien mis sur les éléments. Qu'on retrouve des mesures aussi de simplification. Alors, on l'a aussi dans le titre 3, mais il y a besoin d'aller plus loin. Il y a 2500 propositions qui sont remontées des départements aujourd'hui, qui sont restées et sans réponse. Les agriculteurs attendent, parce que derrière, c'est du temps. Puis c'est aussi souvent, à chaque fois, un coût, tout cette suradministration. Donc, c'est des éléments qui peuvent porter. Sur Egalim, bien sûr, on attend beaucoup de ce que vous allez faire et de l'Observatoire, mais il y a surtout besoin peut-être d'appliquer déjà Egalim 1, 2 et 3, et donc de contrôler, de mettre tout en avant, sachant qu'on aura aussi des propositions à faire pour que justement cette marche en avant se fasse vraiment du producteur, de notre OP, avant d'aller justement la première transformation que peut-être l'industrie agroalimentaire, donc des éléments. Et puis surtout, on aura surtout besoin par rapport à des éléments, c'est aussi, pour poser la question du nombre d'agriculteurs, bien sûr, on a aujourd'hui 400 000 exploitations, mais on est surtout aussi 520 000 exploitants agricoles, et que derrière, on a aussi tout l'emploi, et je laisse Jérôme développer parce qu'on aura aussi besoin de jeunes qui, par ces passerelles, trouveront aussi des liens entre le métier d'exploitant, d'ouvrier. Oui, par rapport au renouvellement des générations, il y a le renouvellement des générations et des chefs d'exploitation, mais il y a aussi le salariat en agriculture qui est de plus en plus en développement en tout cas, et notamment les groupements d'employeurs qui sont aussi une capacité de pouvoir faire intervenir des salariés dans les entreprises, et notamment dans les entreprises qui quelquefois tout seuls ne pourraient pas embaucher. Donc je pense quand même qu'il faut prendre la dimension humaine et d'une entreprise avec évidemment les exploitants agricoles, le renouvellement des générations, mais aussi les salariés qui la composent. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe socialiste à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président de la FNSEA et les vice-présidents pour votre présence et votre respect du Parlement dans le dialogue franc que nous avons ici et ailleurs. Je voudrais tout d'abord prendre une minute pour dire à quel point nous sommes décontenancés, le mot est faible, par le caractère gribouille de la diversité des lois qui vont arriver dans une chronologie que nous ne connaissons pas. L'accouchement de cette loi a été rappelé par Julien Dive, était pour le moins dans la douleur depuis septembre 2022, que de rebondissements. Tout ça pour un texte dont on nous dit qu'il devrait être complété par au moins 4 autres textes, dont on ne connaît pas ni la teneur ni la chronologie. Franchement, travailler comme ça, c'est très compliqué. Pour une loi d'orientation, on n'est pas sur une loi qui a un objet précis, c'est une loi d'orientation. Donc, comment faire une loi d'orientation dont on sait que d'emblée, elle ne porte pas tous les champs de l'orientation ? C'est un exercice qui, sur le plan intellectuel, est quasiment impossible. En plus, cette loi a été conçue de telle manière qu'elle ne permet pas, objectivement, sauf les pleins pouvoirs au gouvernement, les seuls pouvoirs du gouvernement, de rajouter un titre ou un article. Le Parlement en est empêché. Donc nous sommes empêchés d'améliorer un texte dont on connaît les manques aujourd'hui. Sur le plan strictement démocratique, au-delà des convictions des uns et des autres, ce n'est pas du boulot. Franchement, ce n'est pas respectueux du Parlement, ce n'est pas respectueux de l'enjeu qui sont ceux de l'agriculture aujourd'hui. Moi, maintenant, je voudrais vous parler d'un objet précis, et je ne reprends là que vos termes. On partage complètement le diagnostic sur le caractère gribouille de cet exercice démocratique qui nous est proposé. Maintenant, on va venir sur un manque précis, de notre point de vue, groupe socialiste, sur ce texte. Il nous semble que la question essentielle, les deux questions essentielles, c'est l'adaptation au dérèglement climatique, et d'autre part, la question de la falaise démographique. Bon. Ni sur un sujet, ni sur l'autre, le texte n'est à la hauteur. Et sur la question, une question qui est liée aux deux, c'est la question du foncier. Moi, je m'étonne que dans le syndicalisme, la question de la régulation du marché foncier pour permettre son accès à la nouvelle génération de la relève ne soit pas posée plus clairement. La seule proposition qui nous est faite, et je me réjouis que vous-même la condamniez et l'ensemble des syndicats, c'est ce que j'ai compris, c'est celle de la financiarisation du foncier, alors que nous sommes que son enjeu principal, c'est celui de son portage transitoire par des opérateurs relativement désintéressés, et d'autre part, de la continuité des principes de régulation. Sinon, nous allons courir après une financiarisation qui ne fera que précipiter la perte de l'agriculture. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire clairement que vous êtes contre l'article 12 ? Et 2, est-ce que vous êtes favorable à un article 5 ou 6, un titre 5 ou 6, Monsieur le Président, qui ouvrirait enfin la question fondamentale de la régulation du foncier ? Merci. Alors, sur l'article, on a pu s'entendre lundi en audition
avec le groupe socialiste. Et donc, je réaffirme qu'on est très réservé sur l'article 12, sachant que nous, on veut mettre en avant aujourd'hui ce qui existe, notamment sur le portage du foncier avec les GFA et GFA mutuels, surtout essentiellement tel l'exemple de la Marne, qui marche très bien. C'est cantonné à un territoire, c'est limité à 15 SMI. C'est quelque chose qui est aujourd'hui une solution pour aider et accompagner le portage du foncier. Ça reste à taille humaine. On ne tombe pas dans la financiarisation. Et je peux vous dire que ce qu'on a surtout besoin, et nous on le rattache à l'article 12, c'est pour ça qu'on veut passer à suppression, c'est qu'on ait un vrai soutien de la propriété agricole. Aujourd'hui, on a 6 millions de Français qui nous font confiance, nous agriculteurs, qui ont en moyenne 7 hectares. Et donc, on a besoin de garder cette attractivité des gens qui nous font confiance pour mettre à bail. C'est 80% des agriculteurs français qui ont aujourd'hui la chance de bénéficier du fermage et qui est aujourd'hui la meilleure des choses. Et ça évite de faire des grands fonds de portage. En termes de priorité, s'il y a des besoins à mettre, c'est sur la fiscalité pour éviter que ces gens-là soient fiscalisés à plus de 50% quand ils payent un fermage à 150-200 euros, qu'ils en laissent la moitié. Donc, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et je peux vous dire que derrière, par contre, on a besoin à trouver des garanties via la BPI, via la CAJ, sur justement pour des garanties de fermage. Et on a aujourd'hui des solutions. On a rencontré la CAJ la semaine dernière. Avec 1%, on peut faire des garanties. Et ça, c'est des éléments intéressants. Arnaud. Merci, Monsieur le Vice-président. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FNSEA, Messieurs les Vice-présidents. Nous parlons donc d'une loi d'orientation agricole. Et en termes d'orientation agricole depuis 50 ans, la principale orientation, ça a été l'agrandissement. C'est ce qui explique qu'on a réduit d'autant le nombre d'exploitants et d'actifs agricoles en France. Et la première question que je souhaiterais vous poser, Monsieur le Président, comment vous voyez les choses, puisque depuis 50 ans, on parle d'agrandissement. Vous êtes vous-même à la tête d'une exploitation de plusieurs centaines d'hectares, 700 hectares, je crois. Est-ce que c'est un modèle soutenable et durable? Et est-ce qu'une loi d'orientation agricole en 2024, si on veut installer des jeunes, au-delà de la question du revenu que vous avez à juste titre évoquée, est-ce qu'il n'y a pas là une orientation à prendre, mettre le nez, mettre de l'ordre dans le fonctionnement des SAFER, dans le fonctionnement des commissions départementales d'orientation agricole, en termes de transparence, en termes d'arbitrage, lorsque j'ai un choix pour installer un jeune ou alors aller vers de l'agrandissement? C'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais aborder la politique européenne, la politique agricole commune, puisque naturellement, on a encouragé les agriculteurs depuis 50 ans à s'agrandir pour aller aussi chercher des primes, des subventions, des aides. Personnellement, j'aimerais connaître votre avis et savoir si vous êtes favorable, le plus vite possible, à une réorientation de la politique agricole commune, notamment vers le nombre d'actifs agricoles sur les exploitations, vers l'élevage et vers les services environnementaux. Je dis l'élevage, pourquoi? Parce que nous sommes actuellement, j'entends le Premier ministre parfois qui parle de la semaine en 4 jours. Lorsqu'on installe un éleveur laitier en Ille-et-Vilaine, il a 25 ans, on lui met sur la tête entre 700 et 1 million d'euros. Et il fait 70 heures semaine. Et il entend dans le même temps la semaine en 4 jours. Donc le modèle n'est pas soutenable. Donc 2 points pour résumer, puisqu'on n'a que 2 minutes. L'agrandissement, y mettre fin. Le fonctionnement institutionnel, SAFER, CDOA. Et enfin, la réorientation claire et précise de la politique agricole commune. Merci, Monsieur le député. Je précise que vous pourrez, à la fin, dans la conclusion, revenir sur les points que vous n'aurez pas eu le temps d'aborder en réponse aux questions. Merci, Monsieur le député. Sur l'agrandissement, d'abord, je veux dire que depuis 30 ans, il y a certes eu de l'agrandissement, il y a aussi du développement de valeur, puisque vous savez que le développement d'une exploitation peut se faire de manière horizontale ou verticale, et que notamment dans votre circonscription, beaucoup d'agriculteurs ont depuis 30 ans utilisé de la capacité à créer de la valeur, y compris sur le produit, qui est un sujet qui nous concerne beaucoup en agriculture, conférer ce qu'a dit Madame la députée, notamment
notamment sur la construction du prix en marche avant et le rapport que vous êtes en train de commettre, qu'on regardera avec la plus grande attention. Donc ça a été les deux, si je puis me permettre, et notamment la pluriactivité des agriculteurs qui ont souvent, pour nombre d'entre eux, développé plusieurs ateliers, en témoigne. Sur le sujet de la taille, je crois qu'il faut regarder les choses de manière assez différenciante, mais je vais reprendre l'exemple qui était le vôtre, de l'élevage laitier. Nous considérons demain, et je reprends en cela les propos du président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, monsieur André Sergent, qui disait à un colloque vendredi qu'en exploitation laitière notamment, il faudrait faire grandir les exploitations si on veut continuer à attirer des jeunes. Parce que vous l'avez dit, travailler seul avec 70 vaches, 60 ou 70 heures par semaine, c'est un modèle sociologique qu'une partie de la jeunesse n'est pas prête à embrasser. En revanche, demain, avoir des exploitations un peu plus grandes, je dis bien un peu plus grandes, avec 100 ou 120 vaches, pouvoir être à deux avec un salarié ou un associé et pouvoir avoir le droit de prendre un week-end de temps en temps et quelques jours de vacances, ça paraît essentiel. Et ça sera aussi le moyen de pouvoir conserver un élevage laitier en France. Donc on voit bien que le sujet de la taille des exploitations n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est qu'est-ce que ça crée comme valeur et qu'est-ce que ça crée comme emploi. Ça me permet de faire la transition sur la PAC et le nombre, la reconnaissance de l'actif versus, où je finirai tout à l'heure, mais je vous répondrai tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, la parole est à David Topiak. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une attente très forte du milieu agricole quant à ce texte de loi. Pourtant, vous l'avez noté, de nombreux sujets sont manquants et ne répondront pas à cette forte attente. Je suis assez préoccupé par les réactions sur le terrain. Vous allez devoir, vous et nous, faire œuvre de pédagogie pour expliquer que certains sujets seront évoqués plus tard, à la rentrée peut-être. Pour moi, ce texte reste déséquilibré. Il donne des orientations générales, plutôt de bon sens, mais il s'attache à rentrer dans certains détails. Je pense aux haies, aux chaînes de troupeaux, qui pour moi n'ont rien à faire dans ce texte. Même s'ils ont une légitimité, on devrait établir une hiérarchie. Par contre, ce qu'il manque, vous l'avez dit, j'espère avoir quelques-unes de vos propositions sur ces sujets. Vous avez évoqué quelques-uns des sujets en question. Tout d'abord, évidemment, c'est le modèle économique viable et pérenne. Et dans le modèle économique viable et pérenne, c'est la notion du revenu. Et là, on parle d'attractivité du métier, mais il passera beaucoup par le revenu. Je crois que c'est la principale revendication des agriculteurs aujourd'hui, pouvoir vivre de leur métier. Et que le modèle économique soit viable, c'est assez déterminant. La loi Egalim, les nombreuses lois Egalim sont en cours d'évaluation. Je sais qu'une prochaine sera peut-être mise sur la table. Je demande d'abord à ce que les existantes soient appliquées, contrôlées, pour qu'on puisse avoir l'efficacité de ces lois Egalim. Le deuxième, évidemment, Dominique Potier l'a évoqué tout à l'heure, l'enjeu du foncier. Il y a un article 12 sur les GFAI qui ne semble pas apporter satisfaction aux différents acteurs que nous auditionnons. Et on préfère poser la question de l'accès et de la régulation du foncier qui nous semble déterminante. L'histoire de la compétitivité, vous l'avez évoqué. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité dans ce texte très cadré malgré tout de rajouter un titre pour parler compétitivité, mais ça me semble déterminant, de parler fiscalité, simplification, protection, de clause miroir. C'est déterminant aussi pour la compétitivité, de contrôler les importations et qu'elles répondent aux normes que nous avons en France et en Europe. Et puis, vous l'avez évoqué, les moyens de production, peut-être à la rentrée sur les phytos, mais aussi l'accès à l'eau, qui est quand même déterminant pour le changement climatique. Je suis du département du Gers où nous sommes en première ligne sur le changement climatique et l'accès à l'eau quand même déterminant. Donc voilà quelques-unes de mes questions sur des sujets qui sont manquants et qu'on espère pouvoir ajouter au texte, mais sur lesquels j'ai peu d'espoir. Merci, Monsieur le député. Monsieur le vice-président. On confirme, Monsieur le député, que nous, on est bien pour une vue d'ensemble et notamment ce qu'on a appelé ce paquet de textes et qu'on compte sur vous aussi pour qu'on puisse cranter le quand et comment de tous ces textes qui doivent, et que notamment sur ce deux textes de LOA, nous, ce qu'on veut, c'est justement donner du corps, donner une colonne vertébrale. Et quand vous parlez de simplifier, sécuriser, oui, il y a besoin, notamment sur l'accès à l'eau. Quand il y a besoin aussi sur l'article 13, justement, qui, selon ce qu'on a bien compris, c'est une accroche pour passer du pénal à des sanctions administratives. Et c'est très important quand on voit sur les haies, l'article 14, les éléments. Il ne faut pas non plus qu'on nous fasse un concentré d'avoir mis les 14 réglementations dans une seule. Il y a besoin vraiment de simplifier
volonté de ramener du bon sens. Et ce n'est pas contre l'environnement, c'est justement pour que demain, on continue, voire on développe la mise en place de haies. Mais il y a besoin de ramener, rassurer les agriculteurs sur ces éléments-là. Et puis sur le titre 5, on le porte, et notamment sur des enjeux, bien, on a parlé de fiscalité, des enjeux aussi de compétitivité en termes d'emploi. Et là-dessus, je laisse Jérôme compléter. Non, juste par rapport au dispositif TODE qui a été aujourd'hui réaffirmé avec un 25, la pérennisation passe par la loi. Et donc on a besoin dans l'article 5 que la pérennisation du TODE soit inscrite. Merci, monsieur le vice-président. Nous allons passer aux orateurs individuels. Je vais passer la parole au rapporteur Pascal Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les vice-présidents. La ferme France, vous la connaissez, 25 ou 26 millions d'hectares, 400 000 agriculteurs, une partie en conventionnel, une partie en bio. Nous sommes exportateurs en céréales, nous sommes autosuffisants en production porcine. Le reste, vous le savez, déficitaire en poulet. Une loi d'orientation, pour moi, c'est des orientations qu'on va donner par rapport à un cap. Moi, je fixe ce cap à 2050. Je pense que les agriculteurs, le monde agricole attend de la représentation nationale qu'on fixe une vision et qu'il puisse aller jusqu'à ce cap. Quelle est votre vision de la ferme France à horizon de 2050 sur la base des indicateurs que je vous ai énoncés, tout en ne les annonçant pas tous, mais vous les connaissez. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure Nicole Lepay pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président de la FNSEA, messieurs les vice-présidents, chers collègues agriculteurs. Avant de vous interroger sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole, je tenais à vous remercier, monsieur Rousseau, de votre présence la semaine dernière lors des 50 ans d'Armor-Œuf à Pontivy. Ce groupement breton, en effet, contribue grandement à notre sécurité et notre souveraineté alimentaire. La transition est toute trouvée puisque l'objectif de ce projet de loi est de déterminer un cap, celui de la souveraineté alimentaire. Ainsi, l'article 1er prévoit d'insérer dans le titre préliminaire du Code rural un nouvel article définissant ce que sont la souveraineté alimentaire et la souveraineté agricole de notre nation. Quant à l'article 2, il définit les priorités d'action publique en matière d'orientation, de formation, de recherche et d'innovation agricole. Je souhaiterais connaître l'avis de votre fédération concernant ces articles. Et ma seconde question s'adresse à M. Vol, donc vice-président de la FDSEA. L'article 3, je dirais, modifie le code rural, notamment sur les articles 811.1 et 813.1, qui sont des dispositions générales concernant l'enseignement agricole public et privé. L'enseignement agricole se voit ainsi attribuer une 6e mission, celle de mettre en œuvre toute action répondant durablement aux besoins en emploi et de garantir le développement des connaissances et les compétences en matière de transition écologique et climatique. Alors, quant à l'article 4, il crée un dispositif intitulé « Contrat territorial de consolidation » ou de création de formation, destiné à répondre aux enjeux territoriaux de renouvellement des générations d'actifs. Chaque contrat engagera l'établissement, la région, l'État bien sûr, les représentants locaux des branches professionnelles. L'objectif est d'adapter la formation aux besoins spécifiques de chaque territoire. Idem, je souhaiterais connaître votre position concernant ces deux autres articles. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole à monsieur le rapporteur Pascal Lecamp pour le MoDem. Merci, monsieur le président. Donc, merci d'abord, monsieur Rousseau, pour cet exposé très clair que vous nous avez fait. On sait bien où est votre position maintenant. Le texte n'est peut-être pas complet et global, mais c'est quand même des cases, ces 19 articles, où si on travaille bien au niveau parlementaire, je pense que les amendements peuvent compléter très, très efficacement. Moi, je suis rapporteur du titre 3 sur cette loi, donc je vous interrogerai sur ce qui me concerne. D'abord, France Service Agriculture, vous en avez parlé. L'article 10 de la loi. Comment pensez-vous que le dispositif sera reçu par les agriculteurs, les sortants comme les entrants? Est-ce que ce sera un outil qui va être utilisé? Sur le droit à l'essai, quelle vision défendez-vous aujourd'hui pour étendre le bénéfice des stages et du régime de l'entraide? Modèle GAEC actuel ou plus développé? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Sur le diagnostic modulaire, j'ai entendu vos critiques, on les a lues aussi, en particulier sur l'aspect santé et qualité des sols, qui est un aspect pourtant important du dispositif. Cette donnée n'est-elle pas pertinente, en particulier dans le cadre de la transmission? Enfin, quel besoin de portage capitalistique? C'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. On en a parlé dès que vous avez pris vos fonctions, monsieur Rousseau. Identifiez-vous aujourd'hui, public comme privé, pour le renouvellement des générations? Quels sont les aspects de l'installation pour lesquels les jeunes
ont le plus de difficultés à trouver des financements? Avez-vous un chiffrage global de ces besoins? Comment intégrer les filiales bancaires de la Caisse des dépôts, par exemple? Enfin, une petite question sur ce que vous avez dit, qui n'est pas dans la LOA, mais vous avez parlé de l'assurance récolte, une bonne chose, et vous avez dit qu'il faudra aller plus loin. Qu'est-ce que vous entendez par aller plus loin? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole à monsieur Francis Dubois pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et les vice-présidents de la FNSEA, j'aimerais revenir sur la compétitivité de notre agriculture française. Un gros mot pour certains. Pourtant, il est impératif de retrouver cette compétitivité qui est la seule à pouvoir assurer la souveraineté alimentaire, un avenir et un revenu décent à nos agriculteurs. La France fait partie des pays qui ont perdu le plus de parts de marché agricole dans le monde. Notre pays est passé de 8% de parts de marché à 4,5% en 20 ans, nous reléguant de la 2e à la 6e place. Pas étonnant, sur transposition normative et réglementaire à la française, qui sont les véritables carcans de notre agriculture, pourtant moderne, productive, qualitative et durable. Accords de libre-échange comme les traités du CETA ou du Mercosur, dopant des importations qui ont quasiment doublé depuis les années 2000, imposant une concurrence déloyale. De plus, la réduction drastique du cheptel bovin mène à une désertification de certains de nos territoires ruraux, notamment en élevage, une situation que je connais bien en Corrèze. Alors, avec autant d'axes non traités par cette PLOA, pensez-vous que ce texte inversera la tendance et fera de nouveau de la France un champion olympique de l'agriculture? Merci, monsieur le député. La parole à monsieur Patrice Perrault pour le groupe Renaissance. Oui, merci, monsieur le président, messieurs les vice-présidents. Ma question est relativement simple et au travers de cette loi d'orientation qui nous permet de définir en réalité les grandes lignes de l'avenir de l'agriculture, une chose revient, et notamment sur les bassins d'élevage tels que la Nièvre, qui est ma circonscription, et le cœur, c'est aussi les conditions de travail de nos agriculteurs qui aujourd'hui sont contraints d'être présents au quotidien. Est-ce qu'il y a des évolutions, notamment de structuration juridique, qui peuvent être envisagées et qui pourraient répondre à ces enjeux-là, notamment un meilleur partage des tâches, des interventions chez les uns chez les autres, qui permettrait peut-être de retrouver un confort de vie dans une société aujourd'hui qui travaille 35 heures. Voilà, je vous remercie. C'est court, c'est simple, précis. Merci, monsieur le député. La parole à madame Anne-Laure Babot, droit de suite pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la partie formation. C'est 7 articles, je crois, sur 20, un tiers, donc c'est important qu'on en parle. Je porte une idée qui fait pas forcément l'unanimité au sein des lycées agricoles, mais en tout cas qui me semble essentielle, c'est le rapprochement de la formation entre le lycée général et le lycée agricole. Aujourd'hui, on a un problème de maillage de la formation, typiquement sur mon territoire. Voilà, La Rochelle draine un grand nombre d'étudiants, mais ces jeunes-là, on ne les capte pas parce que le lycée agricole, il a 45 minutes. À 15 ans, on n'est pas forcément prêt à aller en internat. Et par ailleurs, il faut déjà avoir entendu parler de la formation. Un jeune qui sort de 3e, il n'a pas forcément le déclic pour entrer dans une formation agricole, ce qui pose la question du bac STAV. Aujourd'hui, donc, il est essentiellement, enfin, il est en lycée agricole, alors que tous les bacs techno sont en lycée général. Donc, sans remettre en question l'attachement de ce bac techno au lycée agricole, l'idée serait peut-être d'avoir une option en seconde qui permette d'initier le passage en première au lycée agricole. Je veux avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Merci, madame la députée. Pour un droit de suite, toujours, monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Je voudrais aborder un autre point. Nous avons voté, pour ceux qui sont députés depuis un certain temps, des lois successives qui concernent les retraites agricoles. On a voté une loi pour atteindre 85% du SMIC pour une carrière complète de chef d'exploitation, et on en a voté une autre sur le calcul de la retraite sur la moyenne des 25 meilleures années. Tout ça, c'est très bien, c'est un léger progrès, mais c'est plus de l'ordre du symbole. Ça ne va pas augmenter les retraites qui sont déjà très minimes de la part de nos agriculteurs, chez nos agriculteurs. La question, puisqu'il n'y a plus de cotisants, il y a de moins en moins d'agriculteurs, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser, comme on s'est posé pour les artisans et les indépendants, sur l'adossement de la MSA au régime général? Sécurité sociale des agriculteurs, comme en a fait la sécurité sociale des indépendants. Parce qu'on est dans une loi d'orientation, j'aimerais vraiment que les responsables agricoles, en termes d'orientation, indemnité journalière, couverture maladie et retraite de nos agriculteurs, qu'est-ce qu'on leur propose ? Merci, monsieur le député. Et pour terminer cette série, monsieur Dominique Potier, aussi pour un droit de suite. Merci, monsieur le président. Juste 2 questions qu'on n'a pas pu traiter tout à l'heure, ni dans l'audition du groupe avec
avec Luc cette semaine, c'est la question de la DICA. Elle était déjà dans la loi, elle est remise à 5 ans. Pourquoi pas? C'est ambitieux, 5 ans. Est-ce que c'est réaliste? Moi, petite interrogation. Par contre, on avait déposé plusieurs amendements au groupe socialiste pour qu'elle soit sanctionnée. Or, dans le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a plus de sanctions à l'absence de DICA. Or, sans DICA, il n'y a pas de transparence du marché de la transmission. Ce qui est la moindre des choses dans un marché ouvert, c'est qu'il y ait une transparence de ce marché. Donc, est-ce que vous avez une position sur ce point? Parce que c'est l'anomalie du texte qu'il convient de corriger de votre point de vue. Deuxième question plus profonde, c'est celle de l'article 1 sur la souveraineté. On a été très étonné de voir que les questions alimentaires et énergétiques soient mises sur la même horizontalité, sans hiérarchie. Est-ce que c'est pas quelque chose, personne n'est contre le fait qu'on fasse et de l'alimentation et de l'énergie. Les mettre au même niveau dans un article fondateur de ce qui pourrait devenir quelque chose d'intérêt national, général, je ne sais plus comment on dit exactement, etc. Intérêt général majeur, pardon, merci Luc. Ça nous paraît pour le moins dangereux. Les arbitrages vont être... Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie à rétablir? Merci. Merci. Pas d'autres questions? On en termine donc là. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, nous vous laissons répondre à l'ensemble de ces questions, revenir sur les sujets que vous n'avez pas eu le temps d'aborder après les interrogations des orateurs des groupes, et puis de conclure cette audition. Vous le voyez, nous sommes dans les temps, et donc vous avez une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que je vous propose en termes d'organisation, c'est qu'on va répondre sur les sujets d'articles de la loi, et puis je garderai la vision plus générale pour répondre à la question de Monsieur le député Lavergne, avec quelques commentaires annexes. Donc, peut-être sur la question de Madame la députée Lepay, on commence. Il y avait un sujet enseignement. Vas-y. Oui. Donc, par rapport donc à l'article 3, et plus particulièrement à la 6e mission, moi, si je prends le travail que je fais en commission paritaire nationale emploi, on a des études aujourd'hui qui ont été faites sur l'évolution et le changement climatique et l'évolution donc des métiers de l'agriculture de demain liés à cette évolution climatique. Donc, avoir cette notion dans les écoles agricoles, c'est une notion qui nous paraît nécessaire pour pouvoir développer aussi les mutations, les évolutions climatiques, qui peuvent être positives dans certains territoires et négatives dans d'autres territoires d'ailleurs. Et c'est là où on peut avoir une dimension un peu plus agronomique aussi des sols, l'économie que l'on aura sur certains territoires. On voit des mutations. Moi, je fais partie du pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, les évolutions qu'il y a dans le pourtour méditerranéen, si on n'anticipe pas ces problématiques-là, dès la formation initiale, voire la formation continue en agriculture, on aura un vrai sujet. Donc pour nous, c'est plutôt une très bonne chose. Sur la question de l'article 4, et plus particulièrement sur le maillage, moi, sur ce sujet-là, le maillage territorial se fait en région. On travaille pour les ouvertures de classes, comment on organise les choses au niveau régional, et on ne regarde pas si c'est privé, public, etc. On essaye d'avoir une intelligence, j'ai envie de dire, d'éviter qu'on n'ouvre pas une classe à un endroit parce qu'il manque des élèves, et qu'à un autre endroit, on n'ouvre pas non plus cette classe parce qu'il y a manque des élèves. Donc on essaye de concerter tout cela. Néanmoins, aujourd'hui, nous ne sommes pas membres du bureau du CREFOP. Les CREFOP, c'est l'instance où aujourd'hui on oriente la formation professionnelle, et la FNSEA en tant qu'organisation multiprofessionnelle fait partie du CREFOP mais ne fait pas partie du bureau, et c'est quand même en bureau des CREFOP que les choses se définissent. Donc nous demandons d'être reconnus en tant qu'organisation multiprofessionnelle et présents dans les CREFOP. C'est quand même une instance importante. Je voudrais revenir sur la France Service Agriculture plus particulièrement, mais en fait, la question aujourd'hui, est-ce que ça va être bien perçu ou mal perçu? En fait, on a besoin d'instances qui permettent de coordonner à la fois les départs et à la fois les arrivées, et ceux qui sont candidats. Donc, France Service Agriculture aura au moins cette mission-là. Par contre, il faut qu'on soit prudent de ne pas aller sur le dossier trop emploi, où là, il y a d'autres organismes qui existent, qui sont organisés, et donc, du coup, être en capacité de coordonner l'action qui peut être faite sur l'emploi, qui, je le rappelle, dans l'emploi, peut faire des futurs agriculteurs quand même, parce que le salarié peut devenir agriculteur, et vice-versa quelquefois d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a une vraie coordination à pouvoir mettre en avant. Sur la question de priorité, dans le cadre des commissions départementales, il y a une question. Aujourd'hui, la priorité, elle est à l'installation, dans tous les départements. Dans les SAFER, la priorité, elle est à l'installation. Après, quelques cas de figure de remembrement et de réorganisation structurelle du territoire fait qu'il y a des priorités qui passent aussi. Voilà. Et il y a des priorités aussi, je le dis, mais pour l'agriculture biologique aujourd'hui, ça veut dire que les terres en agriculture biologique
sont prioritaires pour quelqu'un qui veut reprendre en agriculture biologique, malgré le contexte économique quand même de l'agriculture biologique. Donc des orientations dans les départements, il en existe, il y en a qui sont déjà bien engagés. Et je finirai sur la question de l'option, et Madame la députée, sur l'option en seconde. Nous, tout ce qui pourra demain faire en sorte que de l'enseignement général, on puisse donner la possibilité d'imaginer qu'on puisse aller vers la formation agricole et derrière vers les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, pour nous, on a envie d'expérimenter et de le mettre en œuvre. Par contre, on ne déplacera pas les centres de formation agricole qui sont quelquefois dans des territoires ruraux, liés aussi souvent parce qu'ils sont sur des appuis d'exploitation d'entreprises, enfin, en tout cas de fermes expérimentales. Et donc, du coup, on a besoin aussi qu'on ne fasse pas que du conseil et de l'accompagnement en formation, mais aussi de la technicité, parce qu'on sait que les métiers d'agriculture, c'est de la technicité aussi. Alors, déjà pour répondre à M. Lecamp sur le titre 3 de l'installation-transmission, donc oui, il y avait besoin de renforcer énormément la partie transmission, je pense que, et d'anticiper, et ça fait le lien à la question avec la DICA. La DICA, elle est aujourd'hui, elle est obligatoire normalement, elle est dans le code rural, mais elle n'était pas mise en place parce que n'importe comment l'agriculteur, ça n'amenait rien. Et donc aujourd'hui, l'intérêt déjà de l'anticiper, même 5 à 6 ans, c'est-à-dire de commencer à préparer sa transmission, donc c'est l'élément. Et s'il y a plutôt la carotte que le bâton, si vous amenez des vrais éléments sur la fiscalité, des éléments qui vont faire que l'intérêt de céder à un jeune va lui permettre de transférer notamment l'épargne de précaution qu'il aura mis de côté, de mettre en place l'exonération des plus-values, c'est l'article 151, septies, des éléments comme ça, je peux vous dire que c'est quand même des éléments qui feront que derrière l'intérêt à un jeune. On porte aussi l'élément passage de relais pour justement les agriculteurs fatigués en fin de carrière, pour qu'à moins de 5 ans de la retraite, ces gens-là, comme ça l'a existé il y a une trentaine d'années, puis j'en fais partie, de pouvoir transmettre à des gens usés et fatigués pour justement donner du sens, pour éviter que justement, comme le disait Arnaud, ces gens-là arrivent à des actes ultimes. Donc c'est des éléments importants. Et nous, on porte aussi des éléments de parrainage, pour aussi accompagner notamment les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, et ça c'est important. Vous parliez du droit à l'essai, nous on y est très favorable, on le porte, et il est important de donner un cadre national, et pour que demain, ces gens-là, 6 jeunes sur 10 vont s'installer dans le cadre sociétaire. Mais c'est pas simple, c'est parce que c'est de l'humain derrière. Est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble toute une carrière? Et c'est parce que les jeunes aujourd'hui sont plutôt des gens se dire on va travailler seul. Mais non, c'est important de porter ces éléments-là. Après, on a besoin de trouver des garanties, bien sûr. Les jeunes qui n'ont pas toujours les parents pour se porter caution, comment on trouve des PGE via la BPI, via la CIAJ, des capacités de garantie, mais aussi de garantie de fermage. J'en parlais tout à l'heure. Après, sur d'autres éléments, sur le titre 4, il y a besoin aussi, quand on parlait de simplifier, libérer, sécuriser le porteur de projet, c'est sur l'eau également. Donc on est sur les moyens de production. Comment on fait pour que on tétanise pas l'envie d'entreprendre? Quand Arnaud disait accompagner les femmes et les hommes qui veulent entreprendre, mais aujourd'hui c'est compliqué. Quand on parlait de la Bretagne, quand je vois qu'aujourd'hui on totalise moins d'une dizaine de dossiers d'implantation de bâtiments ces dernières années, qu'on soit dans le Morbihan, qu'on soit dans le Finistère ou dans les Côtes-d'Armor, et j'y étais encore cette semaine, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas derrière amener justement vivable, c'est aussi d'avoir des bâtiments qui soient adaptés, mais qui soient aussi en termes de transition énergétique, en termes d'énergie, en termes de... C'est tous ces éléments-là qu'il faut porter sur ces éléments-là. Et puis, simplement sur les retraites agricoles, je peux vous dire qu'on l'a porté, Julien Dive est parti, mais on l'a porté bien sûr les 25 meilleures années, mais au-delà de ça, sur cette réforme des 25 meilleures années, c'est ce qui a fait d'ailleurs que des fois, certains conseillers ont peut-être été un peu loin, c'est qu'ils ont voulu grenouiller dans tout ça, c'est qu'on a porté en même temps cette volonté que demain, on calcule nos retraites sur les revenus de la même façon que les salariés. C'est-à-dire qu'il y ait des passerelles. Et ça, c'est courageux de notre part, je peux vous dire. Parce que derrière, ça voudra dire aussi, mais c'est donner de la transparence et puis de la facilité pour qu'on comprenne notre système, pour que ça donne envie, encore une fois, de l'attractivité, d'avoir une vraie cotisation retraite, pour qu'à l'arrivée, on ne puisse pas dire, bah oui, on n'a pas de retraite, mais si à un moment donné, on n'a pas cotisé. Mais vous savez que l'initial aussi, c'est d'avoir du revenu. Si on a du revenu, on aura moins ce problème-là, parce que derrière, forcément,
on aura une retraite. Et il faudra qu'on travaille ensemble à une retraite complémentaire, digne de ce nom, pas une RCO, sur lequel on aura distribué 90%. 90%, c'est des points gratuits. Forcément, ça fait plus. Parce que chez les salariés, ce qui fait quand même le niveau des retraites, c'est aussi les retraites complémentaires. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est un adossement, mais je peux vous dire qu'on est très attaché à la MSA parce qu'elle fait surtout pas que d'appeler des cotisations sociales. Elle fait aussi ce qu'on appelle la prestation sociale du premier kilomètre partout sur les territoires, sur les prêts, tout ce qui a été aussi l'accompagnement de crise, la MSA est là. Sur le dossier mal-être, les sentinelles, c'est aussi la MSA. Donc, on y est, et le guichet unique. Il nous est envié aujourd'hui des artisans commerçants, donc c'est plutôt une force. Et c'est plutôt aussi en termes d'efficacité de service à un coût que même la Sécu ne sait pas faire. Donc, je peux dire qu'on y est plutôt très attaché, mais sur lequel on est aussi très exigeant, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la MSA pour la MSA, mais vraiment d'avoir une protection sociale au niveau de ce que méritent les agricultrices et les agriculteurs. Un mot sur la MSA. On n'a pas répondu à la question de M. Benoît. Excuse-moi, je n'ai pas suivi. Potier, j'essaie de reprendre. Bon. Non, mais j'essaie de lister au fur et à mesure. Avant de répondre sur la vision, je vais reprendre deux, trois sujets. D'abord, celui de la PAC, monsieur le député Benoît, que vous avez abordé tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu. Le sujet des actifs versus les hectares, qui est un sujet récurrent dans ce type de... J'ai tout. La PAC est une politique agricole commune et donc elle se décide au niveau européen. Et sur le sujet des actifs, j'attire votre attention sur le fait que si on mettait, c'était la discussion que nous avons eue la dernière fois, les actifs en première ligne, la France verrait une partie importante du budget lui échapper parce que d'autres pays ont des niveaux d'actifs bien supérieurs à ce que nous avons. Je pense notamment à la Bulgarie, à la Roumanie et à d'autres pays. En revanche, la question pertinente, c'est est-ce que c'est seulement les hectares et comment on peut le faire. Ensuite, sur l'élevage, il y a un sujet élevage, évidemment, d'attractivité, de revenus. Il y a aussi un sujet d'organisation. Donc tout ça est à regarder. Et quand on dit l'élevage, il faut qu'on soit un peu précis parce que le lait n'a pas exactement les mêmes problématiques que l'élevage allaitant. Et dans l'allaitant, si on est à l'engraissement ou si on exporte du broutard, c'est pas non plus exactement le même segment de marché. Donc je crois qu'il faut regarder ça. Voilà. En revanche, et ça répond en partie à une question de monsieur le député Potier, dans la vision, c'est d'abord produire pour nourrir. Ensuite, c'est évidemment les aménités positives. Donc il y a tout ce qui est production énergétique demain, photovoltaïque, agrivoltaïsme, puisqu'un décret vient de sortir hier, c'est méthanisation, c'est demain biomasse, dont je dis ici que la planification écologique n'a pas encore bouclé la boucle de la biomasse, si je puis dire, et que notamment le sujet des haies demain peut être un pourvoyeur intéressant, je fais le lien avec la loi, puisqu'il y a le sujet de la haie dedans, de création de filières économiques, et enfin j'ajoute les paiements pour services environnementaux, qui nous paraissent aussi demain pouvoir être un vecteur, pour peu qu'on trouve les financeurs, parce que beaucoup de gens en parlent, mais quand on passe aux travaux pratiques, évidemment, le sujet n'est pas aussi au rendez-vous que ce qu'on pourrait le souhaiter. Sur la question de l'assurance récolte qui a été posée par monsieur le député Lecamp, alors ce n'est pas dans le texte, mais j'en fais un mot très court. Aujourd'hui, le sujet majeur, et ça me fera la transition avec le sujet de la vision, le sujet majeur, c'est la question de l'impact du changement climatique sur la capacité de production et le fait que, avec les 680 millions d'euros qui sont aujourd'hui sur la table d'argent public, le moindre accrochage un peu massif et systémique que connaîtra l'agriculture française ne réglera pas la boucle ou ne réglera pas le compte avec cette enveloppe. On est déjà en ce moment ric-et-rac, une année comme cette année, on a eu quelques à-coups mais rien de systémique. Donc on voit bien que c'est un sujet prégnant. Et l'enjeu pour nous, c'est d'attirer les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur le calcul de ce qu'on appelle la moyenne olympique, sur la capacité d'accès, sur les sujets de pousse de l'herbe quand on fait référence à l'élevage, même si le gouvernement a fait quelques annonces dans ce sens. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Un certain nombre de collègues font le choix de pas s'assurer. Je suis particulièrement inquiet sur les gros événements systémiques, encore une fois, qui toucheraient l'intégralité de la France et qui auraient des conséquences extrêmement douloureuses pour les exploitations, d'où notre volonté de continuer à travailler sur ce sujet pour améliorer le dispositif. Pour répondre à monsieur le député Dubois, oui, nous portons l'ambition à la FNSEA que la France redevienne un champion olympique de l'agriculture. Je l'ai dit, nous avons toutes les qualités pour réussir, ce qui n'est pas si courant. Beaucoup de pays pourraient s'en donner les moyens et n'y arriveraient pas. Nous avons, ce que j'ai dit tout à l'heure,
ont beaucoup d'atouts dans la Manche, pour peu qu'on partage cette vision politique. Et on a besoin, encore une fois, d'arrêter de perdre des places, non pas tant parce que finalement ce serait une production à outrance, mais parce que face aux enjeux démographiques de notre périmètre, je pense notamment au continent africain, et à la question migratoire autour de l'alimentation, qui est un sujet qui doit concerner les Européens et singulièrement l'agriculture française, face au renouvellement des générations, important, nous l'avons dit, mécanique, si je puis dire, face à la question du revenu, ou en tous les cas de l'attractivité du métier. 35 heures pour l'ensemble des Français, ça n'existe pas en agriculture. Comment on fait pour continuer à être attractif? Comment on fait face aux sujets dont on a assez peu parlé, mais qui sont absolument centrales, et j'en viens à la vision? Comment on fait demain pour rester avec une capacité productive? Je fais le pendant avec le sujet énergétique. La France avait abandonné, ou en tous les cas mis de côté, le sujet de la production d'énergie. Elle s'est retrouvée dans un contexte que personne n'avait anticipé, avec un défaut de souveraineté important qui a conduit, y compris à dire que peut-être il n'y aurait pas de gaz pour tout le monde un certain hiver il y a 2 ans. Est-ce qu'on prend le risque, alors que nous appartenons tous à des générations qui avons toujours eu le ventre plein, de jouer la carte, de déléguer notre alimentation à d'autres? Il nous semble que c'est suicidaire et que garder une capacité de production agricole dans ce pays, avec sa diversité, avec ce que ça marque de l'identité de ce pays, de la production, de la fierté des agricultrices et des agriculteurs qui font ce pays, ce métier, nous paraît essentiel. Et donc, pour en revenir à ce qu'est la vision, nous allons avoir de grands changements dans les 30 ans qui viennent. Le changement du climat, il est déjà là. Si vous aviez des collègues des Pyrénées-Orientales, ils vous indiqueraient que quand on a 200 mm de pluie en quasi 2 ans, c'est évidemment la totalité du modèle de production qui est remise en cause. On sait qu'à certains endroits, on aura des sujets autour du stockage de l'eau. On en a assez peu parlé, c'est central dans la production agricole. Où qu'on se retrouve, pas pour privatiser l'eau, simplement pour pouvoir mieux la répartir au moment où elle est en abondance. Et ce qui s'est passé les 3 derniers mois dans la plupart des territoires montre que de l'eau, on n'en manque pas si on est capable d'avoir l'intelligence collective de la stocker. Pas seulement pour l'agriculture. Pour l'ensemble des secteurs d'activité économique, j'ai bien conscience que l'agriculture n'est pas non plus le seul secteur qui se pose ce type de questions. Ensuite, on aura besoin de travailler sur notre capacité donc à attirer des générations, à produire, sur notre capacité à être efficient sur les marchés. C'est toute la question de comment on ne crée pas de déflation ou qu'on ne crée pas de décroissance. C'est tout le sujet évidemment pour l'élevage des lois Egalim, dont on a assez peu parlé, dont on nous dit qu'elle sera dans une PPL, mais dont on veut parler, nous, tout de suite, dans le texte qui arrive, parce que c'est évidemment important. Je laisse de côté le sujet des prix planchers. Pour nous, ce qui est important, c'est de construire le prix en marche avant. C'est de faire en sorte que la négociation entre les organisations de producteurs et l'industriel se fasse avant la négociation entre les industriels et la grande distribution, pour que chacun puisse retraiter, soustraire ses coûts de production et conserver une marge. C'est à cette condition qu'on conservera de l'élevage et qu'on pourra le projeter. Ensuite, une fois qu'on aura traité le sujet du revenu, je veux dire un mot, parce que Egalim concerne surtout l'élevage, beaucoup d'autres productions sont au marché international. Je pense à la viticulture, je pense aux céréaliers, aux produits laitiers. C'est le sujet de la réciprocité des normes. On a beaucoup parlé de la France, je veux quand même dire un mot de l'Europe, parce que quand on parle d'agriculture et politique publique, c'est compliqué de ne pas aborder l'Europe. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, absolument soucieux de voir remis en cause le caractère décroissant du Green Deal tel qu'il a été présenté et qui a mis tous les pays agricoles d'Europe à feu et à sang. Le sujet n'est pas d'écarter la question de la transition écologique. Le sujet n'est pas d'écarter les réalités environnementales. Les agriculteurs et les agricultrices de ce pays sont les premiers conscients de ce qui se passe chez eux au quotidien. En revanche, on ne peut pas avoir une vision décroissante qui consiste à dire qu'en Europe, on va décarboner, on va laisser la Chine, les États-Unis ou l'Inde produire, et que nous, on va s'acheter une bonne conscience en important des produits qui ne correspondent pas à nos standards de production. Je le dis parce que la FNSEA n'est pas hostile aux échanges. Je veux être très clair. Mais elle est très soucieuse de la réciprocité de la manière dont se passent ces échanges. Je le dis parce qu'on parle du Mercosur beaucoup. Il n'y a pas d'accord du Mercosur signé. Nous n'y sommes pas favorables, mais ils rendent déjà de cette région du monde près de 300 000 tonnes de viande bovine en Europe. Donc on n'a pas d'accord de libre-échange et pour autant le problème est là. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand on se fixe des standards de production en Europe, eh bien on exige de nos contreparties une forme de réciprocité. Et ça, à Bruxelles, ça nécessite une forme de cohérence qu'on ne retrouve pas. Donc la vision, c'est comment on accepte demain d'accompagner les grands changements qui vont arriver. La question du risque, qui est une question centrale en agriculture, parce que les agriculteurs, au fond d'eux, comprennent fondamentalement qu'une année ne ressemble pas à l'autre. Et quand vous interrogez des anciens, ils ont tous le souvenir de l'année sèche ou de l'année humide. Mais en revanche, comment on fait pour que ce risque soit contrôlé
et encadrée. Et donc je le dis parce que la vision de la FNSEA n'est pas, comme je le lis parfois, une vision totalement libérale. Nous sommes pour de la régulation et de la réciprocité. En revanche, entre le tout libéral et le tout encadré, il nous semble qu'il y a de la place pour le goût d'entreprendre en agriculture, qui est ce que nous portons dans toutes les productions et dans tous les territoires. Et pour finir, cette loi, pour nous, elle est l'aboutissement de ce que les agriculteurs, encore une fois, syndiqués ou pas, de tous les territoires, de tous les âges, ont porté depuis quelques mois. L'idée que l'accumulation, la sédimentation depuis des années n'est plus tenable et qu'il faut orienter l'agriculture pour redonner de la vision sur ce qu'on attend des gens qui font ce métier au quotidien et qui sont fiers de nourrir la nation, qui sont fiers d'apporter des solutions autour du climat, autour des transitions, autour des solutions de décarbonation. Nous avons la conviction que la question agricole, qui était un peu lointaine dans les sujets, est en train de revenir au cœur des enjeux. D'abord aussi parce que sur le cadre géostratégique et géopolitique, personne n'avait vu la guerre arriver, personne n'avait vu le Covid arriver, qu'on voit que ce qui se passe au Proche-Orient déstabilise aussi le continent, qu'on ne sait pas ce qui se passera aux États-Unis aux élections du mois de novembre, que demain peut-être la Chine peut avoir sur Taïwan quelques velléités grégaires, enfin autant d'éléments que personne ne contrôle aujourd'hui et qui remettront la question de l'alimentation au cœur des débats. Et il serait pour nous, encore une fois, suicidaire que la France abandonne sur le plan. Donc cette loi, nous en avons besoin, elle est imparfaite, nous l'avons dit. Donc, pour nous, on a besoin de mettre l'ensemble des paquets sur la table pour avoir une discussion globale et pas simplement en silo, parce que ça ne suffira pas. Ensuite, je veux le dire, le niveau d'attente du monde agricole est tel que s'il y avait un trou dans la raquette ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas gérées, je ne doute pas un seul instant qu'elles reviendraient sous une forme ou sous une autre dans le débat public, y compris dans la rue, de la part des agriculteurs. Je veux le dire absolument de manière très transparente devant les représentants de la nation que vous êtes. Nous avons été pour notre part très respectueux du cadre républicain, avec un niveau d'exigence et de responsabilité maximum, mais le niveau d'attente est très fort, je me dois de vous le dire. Et donc, que ceux qui pensent qu'on pourra éluder tel ou tel sujet, que les agriculteurs attendent en réponse, serait, de mon point de vue, je veux vous le dire aussi, une erreur. Et donc, traitons le sujet maintenant pour redonner de l'ambition, pour redonner de la vision, pour faire en sorte que le cadre européen auquel nous tenons, non pas celui qui a été développé par la Commission et qui a mis, encore une fois, l'Europe agricole à feu à sang, mais bien un cadre dans lequel on a une vision commune de la production, de la souveraineté, pas pour le repli sur soi, pas pour l'autarcie, pour une vision du périmètre qui nous entoure, nous paraît essentiel. C'est ce à quoi va s'attacher la FNSEA dans les prochaines semaines avec les jeunes agriculteurs que vous auditez dans un instant, Monsieur le Président. Et puis ensuite, nous ferons le constat d'être au rendez-vous ou pas, mais je le redis, les agriculteurs ont envie. Ils ont envie de faire, ils aiment ce métier. Simplement, il faut leur donner les conditions pour le faire. Ces conditions, c'est redonner de la dignité et du sens au métier, c'est redonner un juste revenu et c'est faciliter le quotidien des agriculteurs et des agricultrices de ce pays qui n'en peuvent plus de la surcharge administrative et qui ont juste envie de faire leur métier dignement. C'est ça qui nous paraît important. Voilà. On n'en a pas parlé du tout, mais je veux quand même dire un mot, puisque je serai en déplacement dans quelques jours. On n'a pas parlé des territoires ultramarins, mais je suppose que vous avez un certain nombre de vos collègues qui représentent ces territoires. Et évidemment, pour nous, on a besoin de traiter deux choses en complément de la loi, qui ne sont pas dans la loi, mais qui nous paraissent importantes, et on l'a dit. C'est le sujet de l'agriculture méditerranéenne, qui concerne, de notre point de vue, l'Occitanie, tout le sud de la Nouvelle-Aquitaine et un bout de PACA, parce qu'il y a des spécificités dues au climat qu'il faut adresser maintenant. Et il ne faut pas attendre dans 3 ou 4 ans qu'on ait des drames à répétition. Donc il faut anticiper, y compris sur le plan des infrastructures, sur le plan de la vision, en mettant tous les acteurs autour de la table, parce que ça nous paraît important de le faire maintenant, et que ce sujet est à traiter maintenant, et il est attendu. Et le deuxième sujet, je le dis, c'est le caractère typique de l'agriculture ultramarine, qui attend des décisions. Je serai à La Réunion dans quelques dizaines de jours. Les suites de la tempête qu'ils ont vécue ne trouvent pas de solution au moment où on parle, et on ne peut pas oublier non plus l'agriculture ultramarine, ça nous paraît important. Merci, Monsieur le Président, de la parole qui nous a été donnée devant votre commission et à votre disposition pour continuer à travailler sur ces sujets. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette commission des affaires économiques et puis de vous entendre au moment où nous allons entamer un débat dans cette commission sur un projet de loi, vous l'avez rappelé, qui est attendu et qui est nécessaire pour la profession agricole. Et j'entends bien et je partage ce point de vue qui doit s'inscrire aussi dans un cadre général autour d'un certain nombre de sujets reprenant
évidemment la compétitivité, la construction économique des filières, la question des produits phytosanitaires. Là aussi, c'est dans ce cadre général que nous allons devoir aborder d'abord cette loi d'orientation qui va s'inscrire pour une dizaine d'années, comme nous l'avions fait, je le rappelais ce midi à mon collègue et ami Dominique Potier, en 2013, lorsque nous avions fait la loi sur l'agroécologie avec Stéphane Le Foll. Nous avons porté sur une dizaine d'années l'agroécologie. Ce sont les souverainetés alimentaires désormais qui doivent être portées et accrochées avec la formation, la transmission des exploitations, l'innovation et bien évidemment l'ensemble des sujets que nous avons pu évoquer. Merci de votre participation. Nous n'avons pas terminé, nous avons une autre audition et j'ai une annonce à faire avant que l'on coupe le micro. Je voudrais remercier Thierry Anjubot qui va quitter la commission pour aller vers d'autres cieux au sein de l'Assemblée nationale. Je vous le rassure, je pense que vous continuerez à le croiser dans les couloirs et dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais vraiment le remercier pour son engagement, sa capacité de travail, son extrême gentillesse, sa patience parfois aussi, et il en a montré souvent dans nos débats, mais aussi la grande qualité des échanges que nous avons pu avoir ensemble et aussi sa grande compétence. Et je voudrais dire qu'il a été un très bon serviteur de l'Assemblée nationale, des valeurs de l'Assemblée nationale et un excellent serviteur de ce qu'est l'État aujourd'hui dans ce pays et de ce que doit être une démocratie et le fonctionnement de la représentation nationale. Et je voudrais, en votre nom, sincèrement le remercier et vous présenter son successeur, M. Jørgensen, qui nous vient de la commission des lois et qui va désormais occuper le siège à ma gauche lors des sessions et qui va prendre les commandes du pilotage administratif de la commission. Je lui souhaite la bienvenue. De la commission des lois à la commission des affaires économiques, il n'y avait qu'un étage et une rue à traverser. Comme disait l'autre, il suffit de traverser la rue et une activité est toujours disponible. Mes chers collègues, je vous dis à tout à l'heure.